Est-ce que vous vous souviendrez de votre question dans deux... Voilà. Parce que j'ai oublié deux choses importantes. Quelque chose qui pourtant fait débat immédiatement quand l'association a été développée, c'est qu'elle, au titre des connaissances scientifiques actuelles de l'époque et encore aujourd'hui, au titre de ces connaissances scientifiques, cette transition vers un effondrement sociétal ou un déclin sociétal est considérée comme inéluctable par l'association. Voilà. Ça, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il faut bien différencier ce que dit la science, ce que disent les connaissances scientifiques, de ce que dit la recherche scientifique. Alors, je suis obligé de faire cet incise, je suis désolé. La science, les connaissances scientifiques ont défini les périmètres existentiels des êtres vivants et les conditions à l'existence des êtres vivants. Elles sont connues depuis des décennies, sinon des siècles. Il faut de l'énergie et des ressources. Voilà. S'il n'y a pas d'énergie, s'il n'y a pas de ressources, le vivant ne marche pas, ça décline, ça s'effondre, ça meurt. S'il n'y a vraiment plus rien du tout. Les sociétés humaines sont faites d'êtres vivants qui exploitent de l'énergie et des ressources. Les règles du jeu, c'est quand on a exploité trop d'énergie et trop de ressources, le niveau qu'on a atteint en fonction de l'énergie et des ressources qu'on consomme, une fois que ça décline, ça là, la société qui est derrière ne peut que décliner et éventuellement s'effondrer si en plus on a un réchauffement climatique, de la pollution, etc. Ce mouvement-là, au titre des connaissances, est considéré comme inéluctable et le point qui est important, c'est sauf preuve du contraire. Eh bien oui. Sauf preuve du contraire. Sauf preuve du contraire. C'est-à-dire qu'il est écrit dans les statuts que si des scientifiques, un seul scientifique suffirait arriverait à démontrer et mettre en œuvre qu'on peut soutenir une société thermo-industrielle à son niveau de richesse et d'avantages acquis pour l'ensemble de ses citoyens, en dépit de la déplétion énergétique et de la pollution, etc., ah bon, on met la clé sous la porte. Il n'y a aucun problème. Et on sera très content. D'accord? Voilà, j'avais oublié ce point, il est très important parce qu'il a traversé les débats et les critiques de Drastia du début jusqu'à aujourd'hui, et je tiens ferme, aussi ferme que les connaissances scientifiques sont solides sur ce que je viens de rappeler là. Et la science, elle est ouverte à d'autres hypothèses et elle trouvera d'autres voies, peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc voilà. La recherche. Et vous avez distingué la science et la recherche. Ah oui, voilà. Oui, c'est important parce qu'on a tendance à dire la recherche et la science. Et dans l'imaginaire commun, si c'est scientifique, c'est vrai. Et alors, si vous me lancez sur des débats épistémaux et de méthodos, vous gardez votre question. J'allais vous demander de clarifier ce point. Eh ben, voilà. Dans l'imaginaire collectif, la science, ce que dit la science est vrai. En fait, ce sont les connaissances acquises par la méthode scientifique qui sont considérées comme vraies jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Par exemple, quand on lance un caillou, il tombe. Enfin, on lance, il va tomber, il va retomber sur la Terre. C'est une connaissance empirique que la science a confirmée parce qu'elle a fait suffisamment d'expérience pour dire que tous les cailloux sur Terre, quand on les lance, ils tombent. Voilà. Par contre, la recherche existe toujours, encore aujourd'hui, pour comprendre pourquoi ils tombent. C'est la recherche. Ça veut dire que quand Newton expliquait pourquoi les cailloux tombaient, c'était vrai dans le cadre de ces hypothèses. Quand Einstein expliquait comment les cailloux tombaient, c'était vrai. C'est vrai dans le cadre de ces hypothèses. Il y a du chevauchement entre les théories newtoniennes et les théories de la relativité. Les cadres sont différents. Donc, ça veut dire que potentiellement, si la recherche avance, on pourra trouver un autre cadre, plus performant encore que les deux précédents. Sauf que depuis Newton jusqu'au prochain cadre d'explication de pourquoi les cailloux tombent, ils tombent toujours. D'accord? Et c'est très important parce que le grand public a l'impression que tout ce qui relève de la science a une valeur équivalente, alors que c'est pas vrai du tout. D'accord? Par exemple, les modèles, ce sont des endroits où on essaye de faire rentrer des éléments du réel pour les faire interagir les uns avec les autres, pour voir les trajectoires que ça donne, par exemple les modèles climatiques. D'accord? C'est de la recherche.
Un modèle, ça fait partie de la recherche, de l'exploration du réel à partir des outils qu'on a, les outils mathématiques, informatiques, notre cerveau, les labos, etc. Donc les modèles climatiques, c'est indispensable pour savoir où on va, pour essayer de savoir où on va. Simplement un modèle, eh ben, ça dépend toujours des hypothèses qu'on met dedans. Déjà. Donc c'est toujours limité parce qu'il n'y a aucun humain et aucun ordinateur ni aucun groupe d'humains qui connaissent suffisamment le réel pour avoir toutes les hypothèses nécessaires pour connaître le fonctionnement de la biosphère en entier. Voilà, pardon. Donc un modèle c'est toujours insuffisant. Voilà. Cependant, et je m'arrêterai après cette étape, cependant, bien que ce soit nécessaire d'avoir des modèles pour comprendre l'avenir du climat, ils sont toujours insuffisants. Et là où on a un énorme problème, c'est que ce sont bien des modèles de recherche scientifiques, et qu'ensuite, beaucoup de scientifiques, et le GIEC lui-même, c'est très très embarrassant, disent, avec les modèles qu'on a, et avec les technologies qu'on connaît, il y a certaines trajectoires qui sont envisageables. Donc voilà, il y a des marges d'erreur, le GIEC fait relativement bien son travail en interne, sauf qu'au titre de la science, très au-delà des prudences méthodologiques utilisées et de façon légitime par les scientifiques, le GIEC tire des conclusions sur les trajectoires préférées, politiques, économiques, voire, et c'est encore pire, et c'est là où, à mon avis, les dégâts sont les plus importants, des scientifiques du GIEC, dans les médias, disent « on a la solution ». Et c'est très grave, ça. Parce que vous voyez le delta qu'il y a entre des scientifiques dans des laboratoires qui font ce qu'ils peuvent, comme vous et moi. Ils ont été formés à des techniques, des applis qui savent super bien compter, ils ont des super ordinateurs, ils rendent des hypothèses, ils font des super beaux modèles, et c'est utile, parce qu'on a besoin de savoir où on va en gros, quoi, même en gros. Et donc entre ce qui se passe dans les laboratoires et les personnalités publiques qui disent la science sait qu'il y a des solutions, il y a un univers, et il y a énormément d'erreurs méthodologiques entre les deux, et surtout des erreurs éthiques. Voilà. Des erreurs éthiques qui pourraient nous faire prendre des trajectoires bien plus aggravantes de la situation que si on était plus prudent et qu'on ne faisait pas ces erreurs éthiques. Parce que du coup, par exemple... Non, mais je vais m'arrêter. Allez, je vous écoute, monsieur, parce que j'ai des exemples à faire. Je vous pose la question parce que j'ai raté la première partie. C'est vachement plus intéressant. Non, c'est juste que dans la question pour te répondre aussi. Je voulais savoir en fait avec ce cadre éthique, paradigme que vous avez posé dans votre association, vous avez des histoires à nous raconter de succès de discussions posées, j'imagine, qui ont pu faire changer parler de vulnérabilité avec des gens qui n'étaient pas vraiment prêts à le faire et qui ont permis de faire changer des points de vue et avancer ensemble. Alors, des exemples, j'en ai beaucoup. L'inverse de la réactance, c'est ce que je veux dire. Ouais. En fait, j'ai pas tellement d'exemples de proaction de l'association ou d'un de ses membres pour parvenir à faire changer quelqu'un de vision du monde. C'est plutôt que la posture adoptée qui est on a la connaissance, on a des connaissances, on les met à votre disposition. Si et seulement si vous nous demandez de vous les donner. Et en fait, là, c'est la garantie que le débat est ouvert et que c'est possible que la personne change. Et donc, à partir du moment où ça se fait de cette façon-là, oui, le taux de résultat est très bon. Parce que si la personne, et c'est souvent alors, des parcours de vie avec des accros, on a parlé, des événements, le Covid a fait beaucoup poser de questions, et du coup beaucoup de gens sont venus le questionner, etc. Donc cette façon de procéder a eu beaucoup d'efficacité. C'est vrai. Des exemples, je pourrais vous en donner, mais ce n'est pas l'objet. C'est juste pour dire que la méthode de faire de cette façon-là sécurise l'échange d'informations. Je ne sais pas si c'était votre question. Si. Voilà. J'aurais des fruits dans un petit exemple, mais... Qu'est-ce que je pourrais vous donner Peut-être je pourrais répondre. Oui, bien sûr. On a eu un grand moment de flottement dans l'adaptation radicale par rapport au Covid en fait et aux politiques de sécurité.
non, de santé publique, pardon. Et du coup, on n'était pas du tout d'accord les uns avec les autres. Il y a eu une scission, en fait, d'un groupe dont j'ai fait partie. Je suis partie et je suis revenue. Et qu'est-ce qui a permis que je puisse revenir, alors que ceux qui étaient initialement plus anciens dans l'adaptation radicale et qui avaient pour moi une légitimité différente, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu revenir? C'est parce qu'on a établi un cadre de sécurité extrêmement strict, mais strict dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse dire ce qu'il pense et ce qu'il ressent, il faut qu'il se sente, comment dire, pas attaqué, qui ne sont pas jugés à l'emporte-pièce. On en discutait un petit peu, tu as raison, tu as tort, ce genre de choses. Et du coup, c'est essentiel pour que Adaptation Radicale ait pu continuer, qu'on puisse accepter des gens qui étaient contre la politique de vaccination obligatoire. En fait, en gros, hein, c'était ça, ça a quand même occupé énormément de... J'ai eu l'écho de ce schisme au sein de l'adaptation radicale. Et du coup, ce qui a permis, par contre, on a perdu du monde. Hein. On a perdu du monde. Donc, je ne vais pas dire mon point de vue, mais j'étais pas d'accord avec des personnes qui avaient une autre façon de parler. Et je leur ai dit, ce que vous dites, vous me dites que vous avez la vérité et que j'ai tort. Et ça, en fait, on ne peut plus avancer à partir du moment où on dit l'autre t'as tort. Bah, d'accord, j'ai tort, je pars ou je reste. C'est complètement. Et là, c'est la fin de la discussion. Donc on a changé, on fait maintenant très très attention à ne pas justement avoir de réflexion, de formulation qui peut mettre l'autre en difficulté par rapport à sa croyance. Parce qu'il y a des gens qui sont croyants, adaptation radicale. Moi, personnellement, je ne le suis pas du tout, mais je veux absolument que la personne qui est croyante ait le droit de croire. Qui suis-je pour dire ce qu'elle doit croire ou non? Et ça, je pense qu'on a grandi à Adaptation Radicale en sortant, et c'est vraiment dommage qu'il y ait des personnes qui soient parties. Peut-être elles font le chemin pour revenir, mais je crois que c'est la réconciliation. Et ça a eu des schismes dans les familles, enfin, personnellement dans la mienne en tout cas, entre des gens qui se sont invectivés comme ça, il y a eu des mots d'oiseaux qui sont sortis entre personnes qui s'aimaient. Et en fait, c'est tout ce à quoi on va être confronté. Voilà, donc je pense que le cadre de sécurité des échanges, c'est-à-dire avoir un truc extrêmement bien strict en disant ça t'as le droit, ça t'as pas le droit. T'as pas le droit de me dire que j'ai tort. T'as le droit de me dire écoute, moi je pense que. On dit je. On ne dit pas « il est vrai que », on dit « je pense que ». Ce genre de petites choses qui permet en fait les échanges. Je partage tout à fait cette approche. J'ai essayé de comprendre pourquoi je n'avais pas d'exemple direct qui me venait direct, comme ça spontanément. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a moins dans les échanges qu'on a des événements typiques qui disent « ah, la personne a... là je la vois, elle est en train de switcher, c'est bon, j'ai obtenu un résultat ». En fait, on ne voit pas ça. On ne le voit pas. Par contre, au gré de rencontres aléatoires ou même dans la rue parfois, on vient nous dire à Clémence, peut-être à toi ou à d'autres membres d'Adaptation Radicale ou d'Adrastia, vous m'avez beaucoup aidé. Mais en fait, on n'a rien fait. C'est juste que cette personne-là, à un moment de sa vie, elle a dû utiliser Google ou autre, ou son réseau, enfin le oui-dire, et elle est tombée sur cette information, et cette information lui était présentée comme « serre-toi, fais-en ce que tu veux ». Et donc après, plusieurs années après, on vient nous dire « mais oui, ça y est, vous m'avez permis d'intégrer quelque chose contre lequel je résistais ». Et voilà, je témoigne, merci ou pas, mais en tout cas je témoigne du fait qu'elle était là, l'information, je m'en suis servi. Et donc pour moi, ça c'est un résultat. Mais personne n'a été proactif du truc. Tu vois Après, je comprends ce que vous voulez dire. Après, on n'est jamais responsable de comment l'autre va recevoir la chose. Moi, je pense que je suis aussi passée par des moments de réaction, et puis bon, puis je suis là quand même. Donc, je me dis, on peut aussi avoir confiance en ce que, quand on annonce un cancer à quelqu'un, quelle que soit la façon dont on va le faire, de toute façon, ça sera violent. Et moi, j'en suis presque à dire que je suis absolument non violente, mais parce que j'ai plus peur de la violence. Au lieu de renoncer à la violence, j'aime pas trop ce mot renoncer, mais bref, parce que je me suis confrontée à la violence, j'en ai plus peur. Et donc je n'ai pas besoin d'être violente, enfin, je le suis encore. Et c'est tout ça. Enfin, je veux dire, et je sais, bon, bref.
Mais du coup, la question qui me vient, c'est pourquoi, du coup, quand même on passe par votre façon de faire, et que je trouve très bien aussi, hein, je suis très inclusive maintenant, je crois que tout est bien, tout est bref. Pourquoi, du coup, vous ne donnez pas plus de prescriptions? Parce que les gens sont en attente de ça, et je précise un peu ma question, puisque Dixit, Jean Covici et d'autres, il y a quand même des contraintes physiques qui font qu'a priori, l'high-tech, si on n'a plus les ressources, de toute façon, ça ne pourra plus servir. Bon, on ne pourra plus s'en servir, du coup, pourquoi pas faire de la permaculture? Vous voyez ce que je veux dire, au niveau très pragmatique, et je finis. Moi, je me suis, aux dernières élections, je me suis présentée dans mon village pour pouvoir commencer à faire des petites choses, mais peut-être juste du lien pour l'instant là. À qui on peut faire appel? Est-ce qu'on peut faire appel à nos associations pour ce genre de choses ou pas? Enfin, c'est vrai que j'étais assez démunie, et je suis très contente d'être là. Mais voilà. Et la dernière question, excusez-moi, du coup, quelle est votre vraiment mission plutôt chez Adastra? Ah voilà, c'est très difficile. Je crois que j'ai mieux compris la vôtre, mais du coup, est-ce que c'est juste de l'échange d'informations ou parce que si on avait un médecin qui nous disait vous avez le cancer, mais ne vous inquiétez pas, je vous donne ça, ça serait génial, mais bon, j'ai compris que c'est pas possible. Mais voilà, c'est clair. Je sais pas si c'est clair. À Adrastia, on n'a jamais pensé qu'on avait l'autorité à dire aux gens il va se passer ça. Oui, ok. Et oui, il faut que ça vienne. Alors, ça vient de façon très bancale des scientifiques, comme je vous l'ai expliqué, et très problématique, mais il faut que ça vienne d'une parole d'autorité. Pour que ça puisse être dit comme ça va se passer comme ça, il faut mettre en place quelque chose. Si ça vient d'une association de citoyens, à mon sens, alors là vous me lancez sur un sujet extrêmement délicat, si ça vient d'une initiative citoyenne qui s'approprie un sujet de société, voire un sujet mondial, et que cette association construit un mouvement prescripteur et qu'elle dit bah, je ne vais pas trop vous agresser avec mon sujet, mais quand même, ce serait bien que vous fassiez comme je dis. Il y a derrière des enjeux de gouvernance et de pouvoir dont on a voulu se tenir à l'écart avec Adrastia. Et c'est pour ça qu'elle est marginale aujourd'hui, et c'est bien comme ça. Parce que, après j'ai un autre élément de réponse pour votre question. Parce qu'il est tout à fait compréhensible, logique et peut-être malheureux ou dangereux que le sujet un des sujets les plus flippants de notre histoire là soit approprié par des personnes au titre de ce sujet-là qui ont des ambitions qui n'ont rien à voir avec le sujet ou qui sont très personnelles ou qui sont pour des cadres idéologiques qui ne sont pas universels. De l'extrême droite à l'extrême gauche, le risque d'effondrement est instrumentalisé pour des intérêts qui ne sont pas communs, qui ne sont pas bénéfiques au commun. D'accord? Donc, oui, bien sûr qu'il faut pouvoir dire, ce serait quand même mieux de faire tel monde que tel monde. La mission d'Adrastia, c'est faire en sorte que les gens, et c'est en commun avec adaptation radicale, c'est faire en sorte que les gens, avec leur bagage, leurs idéologies, discutent ensemble, plutôt que quelqu'un vienne dire, moi je préfère cette option-là, je lutte contre l'autre option, et on se sépare, on ne discute plus, et là on aggrave la situation. On aggrave la situation. C'est sûr. On crée, on participe à la société telle qu'elle se joue aujourd'hui, c'est-à-dire des débats extrêmement polarisés, caricaturaux, avec les idéaux de chaque côté, l'idéal permacole, et de l'autre l'idéal transhumaniste, qui s'ils ne discutent plus, vont juste se jouer pour les élites de chacun des deux camps, mais pas pour le citoyen lambda, pas pour celui ou celle qui galère dans Saint-Paul-Lieu avec comme tu le disais, dans 50 mètres carrés avec 4 gamins. C'est lui qui va être perdant dans tout ça. Et nous, on veut donner accès à la connaissance sur ce risque à tous les citoyens. Pourquoi ne pas plus prescrire ou ne pas plus donner son avis sur ce qu'il faut faire? C'est extrêmement délicat. Ce qu'on pourrait faire. Ce qu'on pourrait faire. Rester conventionnel. Oui, tout à fait. Parce que, on n'aura pas le temps ce soir, mais il faut bien comprendre que si nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre aujourd'hui, c'est grâce à la technique appliquée sur le réel. La technique agricole, les voitures, etc. Et que si, dans un objectif soit d'adaptation, de réduction de réchauffement climatique ou de résilience, on dit on va, par exemple, changer le modèle agricole et on va
réduire sa productivité, réduire les intrants, on va réduire sa productivité, etc. Il y a un effet immédiat, c'est que les produits vont coûter plus cher, qu'il faudra travailler à la main, mal payé. Ou en tout cas, plus cher, plus de travail manuel, moins bien payé. D'accord ? Avec un delta pour chaque paramètre. Ça veut dire que si on a comme ligne de ne pas augmenter la souffrance et de garantir la sécurité alimentaire et de rester à peu près en phase avec les autres pays autour de nous, cette prescription-là, c'est un effondrement en soi ou un enclenchement d'effondrement pour la société qui décide cette option. Oui, mais actuellement, il n'y a pas de... La sécurité alimentaire n'est pas valable pour partout sur la planète, c'est déjà pas la réalité actuelle. Précisément. Donc si le cadre éthique, c'est distribuer au maximum les avantages et réassurer la sécurité alimentaire avec tout le monde, pour tout le monde, en fait on a le même problème. Parce que pour ça, il faut produire plus. Donc il faut des intrants, de la technologie. Pas forcément. Ou très local. Et là, on entre dans un débat. Là, vous partez d'un présupposé, là. Ah non, on entre dans un débat. Et oui, il faut une force productive. Les quantités de calories, en fait c'est un débat qui est annexe, mais c'est justement parce que ce type de débat n'est pas tranché scientifiquement qu'on s'interdit de dire qu'il faut tirer le fil dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a pas de matériel scientifique qui dise avec moins d'intrants, on fait autant de calories pour autant de gens. Ou moins de pétrole. C'est important ça. Hein. Si on change un paramètre, il y en a d'autres qui varient, comme la quantité de travail manuel, la quantité d'intrants, la quantité de calories qui sortent, etc. Tous les paramètres sont connectés, corrélés ensemble. Si vous avez une étude qui dit, et en fait c'est ça l'objet de Transition 2030, il y a débat sur le modèle agricole de demain. Il y a des études qui disent, ben voilà, si on passe à l'assimilation de l'azote par certaines plantes qui sont plus performantes que d'autres, ce qui permet à d'autres plantes de pousser autour, c'est super bien parce qu'on n'a plus besoin du système Haber-Bosch pour craquer l'azote de l'air et on a, grâce à des plantes, de l'azote dans les champs. Donc le modèle, il est super attrayant. Sauf que quand on rajoute les paramètres quantité de travail à fournir et rendement de l'ensemble, bah c'est mauvais, c'est moins bon. On est passé par un autre système pour avoir de l'azote, mais comme il y a d'autres plantes dans le champ, avec moins de place pour le blé, n'importe quel autre truc qu'on veut produire, il n'y a pas de truc idéal en fait. Si vous trouvez une étude qui dit ce truc fonctionne, mais on prend. Non, mais vous avez quand même des types d'agriculture qui sont très différents et qui sont mis en place quand même sur la planète. Entre l'agriculture productiviste classique et les agricultures alternatives, bio, agroécologistes, agroforesterie, qui ne sont pas des études, mais qui existent et qui parfois sont mises en place depuis des dizaines d'années, voire plus, bah, ça sont des choses qui existent. C'est pas juste à l'état d'études. Vous avez un modèle hyper industrialisé en Europe. Vous avez un modèle d'agriculture familiale, plus fréquent en Asie, etc. Vous avez une surproduction qui est beaucoup plus grande, une sécurité alimentaire qui est beaucoup plus grande, et des prix, des valeurs qui sont beaucoup plus faibles à la calorie produite en Europe qu'avec les modèles plus familiaux, plus traditionnels en Asie. Je termine. La valeur ajoutée à la pression destructrice de la techno-agriculture en Europe, cette valeur ajoutée-là, c'est une valeur qui fait tourner les hôpitaux. Parce que c'est de la valeur en plus, c'est du marché en plus, c'est de la richesse en plus. Donc si vous touchez un paramètre, certes on a parlé que d'agriculture, mais vous touchez un paramètre, vous réduisez la productivité de l'agriculture localement, vous mettez un modèle qui fonctionne très très bien, ça nourrit plein de gens, et oui, ça marche, mais ils sont moins bien soignés. En fait, là, mais le modèle actuel part du principe des productivistes qui nourrit tout le monde et qui fonctionne bien. Il ne fonctionne pas bien, il se casse de plus en plus la figure de toute façon. Exactement, et ben voilà, là vous rentrez dans le débat pour demain, c'est quel fil on tire, quels arbitrages ça fait pour la société et quels arbitrages on fait ensemble. Si on veut tirer le fil du changement du modèle agricole, il faut que tous les citoyens soient au courant, il y aura moins de richesse produite par ce moyen-là, que ça va donc impacter la puissance du pays, pour entretenir son système de santé ou sa défense militaire, etc. On rentre dans des arbitrages collectifs et démocratiques qu'il faut faire en oubliant un truc idéal, un modèle idéal d'agriculture. Et vous aurez beaucoup moins d'externalités négatives. Et ça fait partie de l'arbitrage. C'est quelles externalités je suis prêt à supporter et à quel terme. Si je réduis les externalités négatives de mon agriculture et que donc je protège mes sols et que je garantis mon agriculture pour dans 30 ans, c'est vrai, je pense que je suis d'accord avec vous,
à court terme, pour obtenir un résultat dans 30 ans, à court terme, j'ai un impact ailleurs sur la société. Du coup, Et oui. Et donc démocratiquement, et je te donne la parole, démocratiquement, il faut pouvoir dire à tous les citoyens, ensemble on fait des arbitrages court terme, long terme, on protège le long terme, mais les efforts à faire, ils sont maintenant. Tout de suite. Et oui. Mais personne ne dit que ce serait facile. Et voilà. Et ben on est d'accord. Du coup, la question, c'est qui est-ce qui a la légitimité de choisir? Tout le monde. Aujourd'hui, la C'est ça. question, vu que je ne suis pas là pour apporter des réponses, je suis là plutôt pour vous faire comprendre comment on fait, nous, pour avancer dans les débats. Sincèrement, on est complètement... C'est pas un secret que je dis, on est tous pour la permaculture, on est tous pour ça en fait. On est contre ce système qui en fait détruit le vivant, empêche les agriculteurs de vivre correctement. On est tous d'accord avec ça au sein d'adaptation radicale. Ça, je n'ai pas un secret. Par contre, qui on est pour dire, effectivement, demain, autour de moi, déjà je le vois, les gens mangent n'importe comment. Hein. Ils ont le choix là, de manger différemment. Pour certains ont l'argent, ont même la connaissance, et ils font un autre choix. Donc moi, personnellement, j'ai envie de leur dire qu'est-ce que tu fais? Alors qu'est-ce que je fais quand j'invite les copains de mes enfants? Je propose autre chose au goûter. Et c'est plus moi, ma façon à moi de faire, c'est de faire connaître autre chose, parce que si je dis à une maman qui est déjà comme ça, on veut plus, non mais t'as vu ce que tu donnes à manger tes gamins, t'es en train de les tuer là. Si je lui dis ça comme ça, forcément je vais pas, comment dire, avoir accès à une réflexion, je vais tout rejeter, je vais la juger. Du coup, bien sûr que je pense ce que tu dis, je pense, mais il faut que les gens y arrivent par eux-mêmes. Parce que sinon, c'est une forme de dictature, c'est une forme de la prescription. Ça va être très long, hein. Mais on n'a pas le choix, parce que sinon, on est dans la violence. Juste un exemple concret en 20 secondes que vous connaissez tous. Là, en fait, ce que tu dis, c'est par rapport à une attitude individuelle. Pour moi, c'est pas ça la question, c'est l'attitude collective. Exemple concret que vous connaissez tous, c'est Fauchard-Gem. S'il y a une quinzaine d'années, il n'y en avait pas quelques-uns qui s'étaient dit « non mais ça c'est inacceptable, ça va impacter toute la société en France » et qui avaient décidé, avec des risques, donc le Beauvais et les Docs, qui ont pu faire de l'atoll, d'aller faucher, d'aller détruire des choses, en sens, chez des confrères, d'autres agriculteurs ou autres. S'ils n'avaient pas fait ça, aujourd'hui il y aurait sans doute des dizaines, des centaines de milliers d'hectares OGM plantés en France. C'est pas le cas. Et ça a été criminalisé, dans les médias c'était la violence, etc. Il y avait de la destruction. Mais n'empêche que voilà. Et donc, il y a un moment donné, en fonction, ils l'ont fait pour l'intérêt général, tout en subissant des pressions, etc. Et voilà, il y a eu ça. Voilà. Je pense que les luttes, en fait, il y a des luttes à différents niveaux. Il y a des luttes qui sont plus radicales que d'autres. Il y a des courants de pensée, c'est-à-dire que par exemple, physiquement, on ne peut pas tous la même chose. Moi, personnellement, je ne peux pas aller avec Extinction Rébellion sur ce qu'ils font parce que je n'ai pas les capacités physiques. Je fais d'autres choses. Donc du coup, je me dis, on peut à différents niveaux, et je pense que toutes les luttes doivent s'imbriquer, et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, c'est tout en même temps qu'on doit faire. Parce que justement, il y a une urgence. Oui, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste, c'est qu'à un moment donné, en fonction de l'intérêt général, certains peuvent être prêts à mener des actions qui vont bénéficier à tous. Mais à un moment donné, il y en a qui y vont, parce que si on se dit tout le temps, on ne peut pas, tout le temps on ne peut pas, il ne se passe rien, quoi, vous voyez. On fait. Oui, je te passe la parole après. Il y a monsieur qui a demandé d'abord, mais je te passe après. Oui, du coup, c'est un peu parti comme ça. Alors, non, je voulais rebondir sur cette histoire justement ne pas dire moi je fais comme ça et je pense que c'est mieux. Est-ce qu'il y a pas un entre-deux entre la bibliothèque, où on peut aller chercher toutes les informations qu'on veut, et la carte de la région Rhône-Alpes qui nous pousse à aller à la bibliothèque, entre guillemets. C'est de dire, moi je fais comme ça, je dis pas que c'est mieux ou moins bien, j'ai pris cette décision-là. Est-ce que ça c'est de la propagande? Je sais pas comment on pourrait dire ça. Non, je pense pas. Justement, je trouve que cette position-là est déjà une action en soi, même si j'entends monsieur, et je suis d'accord avec lui, je pense qu'il faut les deux. Mais est-ce que c'est pas justement ça un petit peu votre association, et je ne me risquerai pas à la nommer, c'est ça. d'être une bibliothèque. Une bibliothèque et d'inviter les gens à y rentrer, point.
Ben, c'est plus précisément dit que je ne l'ai fait, mais communiquer et faire du prosélytisme sont deux choses différentes. On ne s'empêche pas de communiquer. Par contre, on définit le cadre de communication. Transition 2030 est un groupe fermé. Adrastia est une association dont le statut dit clairement ce qu'elle est. Vous venez ou vous venez pas. Mais c'est fléché, entre guillemets. C'est juste le passage au prosélytisme et au racolage qu'on s'interdit. Mais ça n'empêche pas de baliser l'accessibilité au débat. Pas de problème là-dessus. On fait ça ce soir. Voilà, on échange pour faire ça. Nous, par rapport aux prescriptions, on a les 4 R au quotidien, c'est-à-dire que justement, on met en pratique, en fait, dans nos vies personnelles, chacun selon ses affinités, selon ses capacités, on met en pratique, mais on ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire. On pense, avec tout ce qu'on a, et franchement, en fait, les solutions, entre guillemets, n'existent pas. On a chacun des pistes, on est convaincu de certaines choses, avec tous les éléments qu'on a eu, on est convaincu, c'est une croyance plus ou moins scientifique, hein, voilà. Et donc moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais dans un cadre d'un mouvement, adaptation radicale ne va pas dire c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, on sait effectivement que tous les membres d'adaptation radicale, ou quasiment, sont contre le modèle de production agricole. Par contre, qui est là pour dire toi tu vas plus avoir à manger, toi oui, toi non. Parce que c'est ça qui va se passer si on ferme les supermarchés. Non, mais c'est déjà ce qui va se passer. Patrick, Corinne, en plus court que Patrick. Voilà, moi je voudrais réorienter un peu autrement. Donc je viens du secteur informatique et on a vécu un truc un peu bizarre. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'on appelait le bug de l'an 2000. Oui. J'allais dire, il y a des gens, 1999, 31 décembre, tout le monde dans la rue à se péter la gueule, à faire des manifs, mais j'allais dire, or là, il n'y avait pas, c'était complètement non violent, j'ai vu des gens faire la fête de tous les côtés. Et moi, j'étais où? J'étais de l'autre côté, j'étais avec mes collègues, parce qu'il y avait ce qu'on appelait le bug de l'an 2000. C'est-à-dire qu'on pouvait supposer que pendant 1 heure ou 2, il n'y ait plus du tout d'électricité, d'eau, de choses naturelles. C'est-à-dire que tout le monde était dans la rue en train de faire la fête, et nous, on était une bande de cons, mais complètement alarmistes, mais vraiment une crevette pour nous tarés, qu'on pouvait faire éteindre la planète en très peu de temps. Sauf qu'on l'a fait, on y est arrivé. Et donc là, pour reprendre votre thème, on a imaginé des choses qu'on appelait à l'époque le management de transition. Alors j'étais mêlée à tous les managements de transition possibles et imaginables, l'éducation nationale, la santé, etc., etc. Et là, moi j'en reviens à ce que JMJ dit, à un moment donné, si on n'impose pas quelque chose, et si ça ne vient pas de nous, on ne va pas y arriver. Donc en ce moment, par exemple, il dit, moi j'ai une théorie, je voudrais bien tester, on n'a pas le droit de faire de plus 4 voyages en avion, à titre perso, parce que j'estime que là, on aura consommé, c'est une bonne idée. Là, on se dit, la grande distribution, le machin, le truc, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas autonome. On n'est pas autonome parce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on prend un enfant qui vivait à la campagne à la fin du 19e siècle par rapport à un enfant aujourd'hui, c'est-à-dire un enfant ne sait pas ramasser la luzerne, un enfant ne sait pas donner à manger aux animaux, etc., etc. Donc, en tant que citoyen, est-ce qu'on peut imaginer dans un mouvement déjà demander au niveau de l'éducation nationale que les enfants apprennent à un minimum de choses, c'est-à-dire savoir se faire du pain, savoir, j'allais dire, couper 3 tomates sans se taillader le bras, etc., etc. Là, on en revient à quelque chose où on va rendre autonomes les gens et on remet en cause tout le système. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos enfants sont servis par ce qu'on appelle la restauration collective. Donc, on connaît. Et donc, les enfants, comme toute liberté qu'ils ont, c'est arriver à un endroit en disant « je veux ça, 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 ça », mais à aucun moment, ils participent à quoi que ce soit. On parle que nos enfants participent. Alors attendez, Corinne, une question, Corinne. Ça ne se fait pas. Alors comment nous, en tant que parents, on va accepter qu'on va déléguer des choses à nos enfants et que nous, on va être force de proposition à un moment donné? Est-ce qu'un mouvement citoyen peut le faire? Et donc là, on arriverait à quelque chose qui est simple.
on arrivera à mettre en place une sécurité sociale alimentaire et on prendrait la main sur la Banque alimentaire internationale. Moi, ce que tu dis, Corinne, c'est plein de bon sens. Il y a beaucoup de choses, en fait, personnellement, que je vais valider dans le sens où ce sont des idées qui sont intéressantes, mais la question, c'est comment sortir de l'échelle individuelle, comment faire en sorte que ce que je pense moi, ce pourquoi je suis convaincue, ce soit quelque chose qui, à l'échelle de personne qui n'a pas eu le temps, ou n'a pas eu l'occasion d'être convaincue, ou n'a pas eu l'accès aux connaissances. Voilà, c'est la question de l'échelle, en fait. Il y a mais moi, je suis persuadée que dans tous les cas, et vraiment, et je ne l'étais pas, je suis persuadée maintenant que si on impose, même si ça ne va pas assez vite, même si c'est frustrant, parce que franchement, on voit des trucs qui vont à l'encontre de tout ce qu'il faut faire, si on impose, on a perdu. Si on n'impose pas, on est mort. Mais si on n'impose pas, on est perdu. Je veux bien rebondir. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux bien rebondir sur cette remarque, si on n'impose pas, on est mort. Madame, en fait, vous avez fait une démarche, à mon sens, qui me paraît cohérente et pas du tout incompatible avec ce que porte Adrastia ou adaptation radicale. C'est-à-dire que vous avez converti en projet politique, projet de société, ce qui vous convient dans l'information qui vous a été donnée par les assos ou des mouvements. Et ce projet politique, en tant que citoyenne, vous avez toute l'attitude, et je défendrai que vous puissiez le défendre à l'échelle associative, quartier, ville, à la sécurité alimentaire, à Adrastia, à des membres très actifs sur la défense de la mise en place d'un système de sécurité alimentaire, sécurité sociale alimentaire. Ces membres-là, quand ils font un travail politique, de militantisme politique, ne le font pas au titre d'Adrastia. Ils sont pour autant membres d'Adrastia. Quand ils échangent, ils disent « Moi, je suis militant pour telle option de société qui me convient », ça peut être mon cas d'ailleurs, je préfère la République démocratique plutôt que le fascisme autoritaire, d'accord? Donc, à titre personnel, c'est sûr, je vais défendre ça. Mais je ne peux pas le faire au titre d'Adrastia. C'est juste un cloisonnement qui sécurise ce qui est de l'ordre du factuel et de ce qui est en l'état de l'art un risque commun, et un travail politique qui est parfaitement légitime et qu'on peut défendre. Même Adrastia va dire qu'il est légitime de défendre sa position politique en dehors d'Adrastia. Voilà. Mais ce n'est pas le même projet. Et c'est très important. Parce que s'il y a confusion entre les deux, quelqu'un va se dire, moi je me mets entre la fin du monde et mon option politique, et c'est moi qui dirige. Et ça, ce mouvement apocalyptique millénariste, il est sous-jacent, et le danger est permanent dans le discours sur l'effondrement. Et des actes, je ne vais pas citer de nom, mais des acteurs au cœur du monde de l'effondrement qui ont ça en arrière-plan et qui le mettent en œuvre, il y en a plein. D'accord ? Et c'est hyper dangereux. C'est ça, en fait, le vrai danger, il n'est pas de faire un mauvais choix, il est aussi de faire un mauvais choix de modèle agricole, d'accord? Mais il est surtout que le pilotage de l'avenir des sociétés soit fait au titre d'une gouvernance sur un risque collectif qui serait piloté par un sous-groupe de la société, c'est-à-dire contre la démocratie. Je vous renvoie à les travaux de François Gemène, par exemple, qui n'arrête pas de dire, mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Par exemple, il dénonce le fait que démocratie et protection de l'environnement, ce soit la même chose. Enfin, il dénonce certains qui expriment si tout le monde a connaissance des risques écologiques, forcément, on prendra les bonnes décisions. Ça, c'est un discours autoritaire. C'est pas du tout un discours démocratique. Ça veut dire que quelqu'un, au titre de l'écologie, va écraser la diversité des opinions, va écraser la possibilité pour chacun de s'exprimer au titre de sa différence, au nom du discours que lui pense seul être le meilleur pour le commun à long terme. Et je vais même vous dire, même moi je pourrais être d'accord sur le fond. Sauf qu'en face, j'ai des gens qui ne sont pas d'accord. Et que si je ne prends pas en compte le fait qu'ils ne soient pas d'accord, et que j'impose mon truc par des voies détournées, par la communication ou du prosélytisme, eh ben, je ruine le fonctionnement de la société. Comment s'appelle la personne? Non, je dirais pas. Non, mais le nom de la personne, François Gemène, pardon. François Gemène. Alors, G-E-M-E-2-N-E. François Gemène. Qui est venu à Saint-Étienne, invité par l'université, et je ne sais plus qui faisait une réduction, je crois que c'est toi, Pedro, aux 30 personnes sur 300 000, invité par l'université
en octobre 2020, j'y étais, nous étions 13. Alors que ce type-là vient de produire la classe dans le procès. Bon, ok, dernière intervention, s'il vous plaît. Excuse-moi, je vais rajouter en fait que pour être inclusif, il ne faut pas arriver avec quelque chose de trop cadré, parce que sinon il n'y a plus de place pour la discussion. Lorsqu'on arrive tous ensemble à se dire, comme la Convention citoyenne pour le climat qui a fait un travail fantastique avec des gens qui n'étaient pas experts, qui n'avaient pas du tout de présupposés, et qui sont arrivés avec les informations, qui ont pris le temps, ils sont arrivés aux bonnes conclusions, ou à des conclusions extrêmement souhaitables. Et, bon, en tout cas, moi, personnellement, j'ai été vraiment subjuguée par ce travail d'intelligence collective. Dire à l'avance la solution, ou ce qu'il faut faire, c'est dire aux autres, j'ai pensé à ta place. Et du coup, bah, même si j'ai raison, l'autre, comment il va adhérer à ça? Comment on va... En fait, on ne lui fait pas confiance. Quelque part, l'urgence prônerait une sorte de dictature. En tout cas, c'est ça qu'il faut faire. On sait tous, c'est ça qu'il faut faire, alors il faut le faire. Oui, mais si on est là-dedans, la réactance va être totale. Oui, mais ils ont bien fait 150 propositions. Ils ont bien fait des propositions pour l'exemple que tu prends. Oui. Donc, ils ont dit, ça serait bien de faire ça eux-mêmes. Ils l'ont dit. Bon, ça n'a pas été retenu. Hein. Oui, non, mais disons que l'intelligence collective, elle fonctionne. Et donc, les propositions, tout le monde n'était pas forcément d'accord. On s'en saisit ou pas, mais dans le cadre de groupes politiques, on peut s'en saisir. Donc, moi, personnellement, j'ai fait de la politique aussi. Mais ce n'est pas adaptation radicale qui fait de la politique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que chacun, à quelques niveaux de... Parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de connaissances, les mêmes niveaux de compréhension du monde, parce que du coup, on ne vient pas tous du même œuf, hein, donc on a grandi différemment, on a eu accès à différentes façons de penser. Et justement, adaptation radicale, on essaye d'inclure même des gens qui savent... alors, on n'en a pas, qui ne savent pas lire, mais des gens qui n'ont pas fait d'études du tout, moi j'en ai fait très peu, hein, et du coup, en fait, la légitimité de la pensée de quelqu'un qui n'est pas instruit est tout aussi importante que quelqu'un qui est instruit. Par contre, si on n'arrive pas à les faire communiquer, on a perdu. Et c'est là la richesse. Moi, je comprends tout à fait ce que vous dites. S'il te plaît, il y avait une question. C'est ça la dernière, on va y arriver, on va retourner. Vas-y. Je vais tester un peu votre inclusivité, parce que pour le coup, je suis chasseur. Ça, c'est la partie. Déjà, je me réjouis de vous entendre communiquer comme ça, parce que j'ai déjà assisté à bon nombre de soirées débats, que ce soit par des féministes, par des gens qui veulent réformer le travail, par des écologistes, ou j'en passe. Et d'ailleurs, jusqu'à aussi le salon Prime Vert, où j'ai vu un stand tenu par des personnes qui voulaient lutter contre l'armement, la guerre, etc. et dont leurs affiches s'étaient marquées en gros « luttons contre, combattons ». Et donc à chaque fois, je m'aperçois que y a une notion d'affrontement et que j'ai jamais compris cette notion-là parce que souvent j'aime à dire moi que je préfère promouvoir quelque chose plutôt que lutter contre et que ça me semble beaucoup plus efficace en tout cas parce que pour moi ça donne de l'énergie à quand on lutte contre et surtout que par ce mécanisme-là de lutte en fait, je m'aperçois que la guerre, elle apparaît comme légitime aux yeux de ceux qui la font. Si on demande aujourd'hui à Poutine si c'est légitime d'envahir l'Ukraine, le dernier va vous dire, mais oui, bien sûr. Et pourquoi notre combat serait plus légitime qu'un autre? Enfin, voilà, c'est un peu l'idée que je me fais. Bon, tout ça pour dire que ma question, parce qu'elle date d'un moment, et ça revient un peu au début de ce que vous disiez, sur le GIEC, voilà, ça m'a fait penser à quelque chose et j'aimerais savoir si vous pouvez m'éclairer là-dessus. C'est un peu, j'ai vu le parallèle fait avec les sondages au niveau des élections. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, avant des élections, on est bombardé de sondages qui vont nous dire plus ou moins comment ça va se passer et
on a du coup une réaction face à ça. Et là, j'ai l'impression que le GIEC et ses instances nous disent plus ou moins comment ça va se passer, et du coup, la population a une réaction, mais peut-être pas celle escomptée, quoi. Peut-être qu'elle est d'ailleurs pas naturelle, elle est, je sais pas, émotionnellement perturbée, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça peut avoir un effet néfaste, finalement, sur nos comportements, quoi. Qu'est-ce qui peut avoir un effet néfaste, précisément? Eh ben, ces sondages, quoi, enfin, ces projections qui sont faites, c'est par rapport à ce que tu disais sur le fait que le GIEC annonçait des choses. Alors, et, la nuance est importante. Le GIEC envisage des trajectoires les plus probables en l'état des connaissances scientifiques. Et c'est l'organisme le plus solide et le plus compétent pour estimer les trajectoires climatiques. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le consensus fait qu'on est proche de la connaissance certaine à propos du réchauffement climatique d'origine anthropique. Et pour les trajectoires globales, ça c'est un premier mot très important, globales en fonction du taux de CO2 atmosphérique. Ça ne veut pas dire pour autant... En fait, la responsabilité des scientifiques, c'est de dire ça. Ça, c'est pas un sondage. C'est ça que je voulais dire. C'est pas un sondage. Du tout. Du tout. Hein. Un sondage, c'est un relevé d'opinion. C'est pas du truc qui s'appuie sur les connaissances. Ce que je veux dire, c'est pas... Alors, et c'est là où je voulais venir, je comprends. À partir de ce que fait le GIEC, qui est une connaissance extrêmement solide sur les grandes trajectoires globales, il y a des nuances, machin, il se passe d'autres choses au cœur du GIEC, il y a 3 instances, qui disent plus que le seul constat scientifique, qui disent il y a telle possibilité éventuelle d'ajuster les trajectoires en fonction de tel choix politique ou tel choix industriel. Et ça, c'est les groupes 2 et 3, atténuation et adaptation, qui s'en occupent. Le problème, c'est que c'est une seule et même entité qui s'appelle GIEC et qui a dans le groupe 1 un discours sur les connaissances scientifiques avec des modèles et des marges de manœuvre, et dans les 2 autres, des modélisations qui sont très traversées de choses qui ne relèvent pas de connaissances scientifiques, comme comment on dirige une société, comment on fait changer les choix de société, comment on dirige une industrie, comment on passe, si c'est possible, des hydrocarbures aux éoliennes ou aux centrales nucléaires. Ça, aucun scientifique ne sait. Ce sont des présupposés de sciences économiques, de sciences sociales, de politique, de subjectivité, carrément. Et ça, c'est très problématique parce que là, je vous rejoins, on rentre dans ce qui relèverait d'une prise d'opinion, une prise de température de... voilà, il y a tant de gens qui pensent qu'on peut faire la transition énergétique, donc elle est possible. Sauf que ce sont les gens qui pensent, mais qu'il n'existe pas de littérature qui dise la transition énergétique est possible. Alors, je ne sais pas si c'est une information pour vous, mais il n'existe pas de littérature qui dise aujourd'hui la transition énergétique est possible. C'est hors science, ça. Ce qui se dit, c'est on sait faire de l'électricité avec des éoliennes et des centrales nucléaires, donc on va pouvoir faire une transition. C'est un raisonnement à rebours. Donc je vous rejoins, je vous remercie pour votre question. Il faut vraiment retravailler à distinguer ce qui relève de la connaissance, de la prise d'opinion, de sondage d'opinion, parce qu'on a des discours extrêmement confus qui font que, et là on va toucher à des points très délicats, qui font qu'il règne une espèce de flou artistique sur les vraies trajectoires qu'on doit prendre idéalement en fonction de ses propres opinions. Et ce flou-là, en fait, il est utile au modèle de société dont on voudrait sortir. C'est parce que la communication est floue à la sortie du GIEC qu'en fait, Total récupère les conclusions du GIEC, le libéralisme récupère les conclusions du GIEC, etc. etc. C'est ce flou-là qui rend nos sociétés fragiles pour s'adapter radicalement au risque de demain. Merci donc pour cette question. Merci pour la réponse. Mais je voulais dire que j'étais complètement d'accord avec vous. C'est vrai qu'il faut convaincre, c'est vrai qu'il faut parler avec les gens, etc. Mais par ailleurs, vous dites, vous voyez, on est 30 là, sur Saint-Étienne, c'est quand même considérable. Donc il faut persuader tous les autres, et ils sont nombreux, ça va prendre un certain temps. Et quand vous présentez le sujet, vous parlez d'urgence climatique. Mais on ne va jamais y arriver, quoi.
Moi, je veux bien tout ce que vous dites, et je trouve tout cela très bien, mais ça me semble un peu utopique. Mais c'est utopique. Oui, mais si c'est utopique, on va pas y arriver. Mais ça, c'est vous qui le dites. Les utopies vont chercher. Vous pouvez pas dire on va pas y arriver et nous dire on va faire jusqu'à on peut déjà en juste essayer pour l'instant. C'est-à-dire l'efficacité, on ne sait pas. Parce qu'on a le temps d'attendre. Mais ça dépend de ce que vous mettez derrière, on va y arriver ou pas. Si c'est réduire intentionnellement le réchauffement climatique, c'est des enjeux géopolitiques majeurs. Moi, j'ai pas la réponse, vous non plus. On ne va pas y arriver. Enfin, c'est quasiment acquis. Non, mais quand je dis on ne va pas y arriver, je ne dis pas qu'il faut tout faire. Je dis qu'on a même pas. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a même pas commencé. Donc, commençons. On est obligé de tout faire, mais commençons. C'est ce qu'on essaye de faire à notre petit niveau. Je suis d'accord avec vous. Et je pense qu'en commençant à la vitesse où vous allez, on va pas y arriver. Mais parce qu'on a besoin de plus de personnes. On est là aussi pour que d'autres personnes viennent nous aider. Grâce à toi, parce que tu es venu ce soir, on va y arriver plus facilement. La question, c'était un peu... On va zapper l'autre, tant pis. Là, c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait, du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est le but d'y arriver? Oui, alors, attention, je veux pas... Est-ce que c'est le but? C'est très personnel, parce que je suis bien d'accord, il y a un jeu derrière. Si on part du principe que c'est inéluctable, et que quoi qu'il arrive, il y aura... Alors, moi j'appelle ça un changement. On entend plus effondrement, voilà. Un changement. Pourquoi, et moi c'est la question qui me sidère, que je pose, c'est pourquoi on s'acharne à vouloir ralentir un train qui va dans le mur, au lieu de penser à, maintenant qu'apparemment on a quand même pas mal de données sur ce qui pourrait se passer et comment, et voilà, on a sûrement beaucoup de données sur qu'est-ce qui se passera après, à quoi ressemblera le monde après, on va dire, une espèce de boom, voilà. Et justement la question c'est pourquoi on ne s'acharne pas à construire demain, le après-boom, quelque part, anticiper ça, au lieu d'essayer de tirer sur un frein qui, de toute façon, nous envoie dans le décor. Tu as une réponse peut-être? Je dirais que la réponse que je vais apporter, qui est la mienne en fait, c'est que si on ne freine pas, le demain n'existera pas ou sera encore pire. Donc en fait, pour moi, l'effondrement, on peut mettre le mot qu'on veut parce qu'en fait, on ne parle pas toujours de la même chose et puis que c'est... Mais si on ne freine pas, il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de demain pour nous. Il y a les anges qui vont... Il n'y a pas de demain pour l'humanité. Voilà, pour l'humanité. Oui, alors je parle d'habitabilité de la Terre, je parle d'humanité, parce que le vivant n'a pas besoin de nous. Hein. Oui, voilà. Le vivant existera. Mais par contre, disons que le mur, déjà on est dedans, hein, on est complètement dedans, et cette image-là qui parle à tout le monde, ne suffit pas, effectivement, ça ne suffit pas. Et si on ne fait rien pour qu'il y ait éventuellement un après, on ferme toutes les possibilités. Non, moi pardon, mais... Non, s'il vous plaît, je propose qu'on y ait les prises de parole après de façon plus informelle, on va casser la croûte parce qu'il est déjà 20h15. Il faut apprendre à pas manger en fait. Oui, on s'en fiche de manger. J'avais dit 20h15, mais vu l'indemnité, on peut jusqu'à 20h30. Merci, Pour répondre à ce que tu disais, et en fait, j'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ce que tu as dit, ça me paraissait bien. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, en fait, il faut se rappeler de ce que ça veut dire exercer son emprise sur le réel. D'accord. Exercer son emprise sur le réel, quand on est une partie du réel, ça fait que le réel peut réagir. C'est cette réactance dont je parlais tout à l'heure. Et parfois, juste moins forcer le réel à agir, là s'agit, le pose, le calme. Ou le réel, ou une société, voilà. Il y a des études dans le monde naturel, chez des macaques, chez d'autres espèces, qui montrent que quand il y a des réductions d'approvisionnement énergétique, brutales, alimentaires, spontanément, les comportements s'assagissent, se calment, s'apaisent. Pourquoi? Je ne dis pas que c'est général, ça se passe toujours comme ça, mais il existe des stratégies qui sont d'apaisement par économie d'énergie. Et que là, du coup, on s'adapte, ces communautés s'adaptent à une contrainte, et donc elles survivent. Mais par l'apaisement, c'est-à-dire par la réduction du gaspillage d'énergie ou de risque de se blesser en allant attaquer, etc. Mais ce sera peut-être ma réponse plus générique à tout ce qui a été dit sur action, pas action.
il faut aussi se rappeler qu'on sort, ou qu'on est encore dans une culture dont l'action est la valeur cardinale. C'est-à-dire l'exercice de l'emprise, le développement technique, et en plus, elle est récompensée, c'est-à-dire que dans nos cultures, si tu agis bien, la méritocratie fait qu'on te félicite, et tu as participé au développement, à la croissance, etc. etc. Tu as un gros salaire, beaucoup de capital social, et tout ce que tu veux. Mais toutes les sociétés humaines n'ont pas fonctionné avec ces valeurs-là. Dans certaines sociétés humaines, l'excès d'action qui était condamnable. On appelait ça la tempérance. Il valait mieux avoir un comportement posé, conserver tout au long de sa vie, au même niveau de vie, voilà, une espèce de sagesse ou de tempérance matérielle. Cette envie-là, très spontanée, d'agir pour obtenir un résultat, est très située culturellement. Et c'est très occidentalocentré. En fait, d'autres communautés qui ont peut-être vécu des centaines ou des milliers d'années plutôt en phase avec leur milieu, sans trop le dégrader, il y a toujours des dégâts, etc., mais n'avaient pas pour valeur le surcroît d'action pour résoudre des problèmes. Juste, ils s'adaptaient aux problèmes, point. Et je vais conclure peut-être là-dessus pour ma part. Pour s'adapter aux problèmes, point, et que la décision puisse être prise collectivement sans créer de réactance, et surtout qu'elle soit vraiment encore démocratique, il faut tout dire d'une option qu'on propose. Pour l'agriculture ou pour l'aviation, je vais reprendre sur ces deux exemples. Mais je ne pourrais pas répondre, c'est dommage. Après, là, c'est toujours un changement, c'est toujours une prise de risque. Changement de modèle agricole, c'est une prise de risque. On ne sait pas, objectivement, les effets systémiques que ça peut avoir. On a vu, ça pouvait impacter la production globale de richesse. Par exemple, la surproduction en Europe nourrit une part de l'Afrique du Nord. Ou détruit l'agriculture ouvrière sur place. Elle fait les deux. Non, elle fait surtout ça même. Eh oui, mais elle nourrit. Je veux pas être dans un... C'est vous qui relancez le truc là. Elle nourrit par comme elle nourrit une partie de l'Afrique du Nord et que vous voulez protéger les sols en France, vous devez dire... Non, je suis pas dans cette dichotomie-là. Non, moi, ne m'aidez pas là-dedans. Non. Ah ben c'est comme ça que ça se passe. Non, je vais pas affamer. Là, vous avez l'air de dire que je veux affamer en fait certaines populations dans le sud pour protéger mes sols ici chez moi. C'est pas ça. Je ne dis pas que vous voulez faire ça. Je dis si vous voulez améliorer la protection des sols en France, vous devez faire participer au débat les personnes que votre production nourrit pour leur faire entendre que eux aussi leur vie va changer. Sauf que la réalité, c'est pas ça. Je suis désolé. Ça se discute. Et pour l'aviation, par exemple, on limite à 4 vols, comme ça a été proposé, et vous devez dire aux citoyens français d'élite qui a les moyens de se payer tous les vols qu'il veut, vous n'en faites que 4, mais vous laissez l'Asie et les pays en voie de développement faire autant de vols qu'ils veulent, parce qu'eux en ont envie, et que vous n'avez pas les moyens de l'empêcher. Pour que cette décision soit prise en France, il faut que vous fassiez accepter le différentiel avec d'autres pays. Si vous ne dites pas tout, vous allez faire des prescriptions hors sol qui seront rejetées, tout simplement. C'est la réalité. Parce que vous allez cacher quelque chose de la réalité. Et oui. C'est vous qui dites. Pourquoi la Convention citoyenne, elle est parfaite sur le papier, elle est démocratique et les conclusions, il faut toutes les appliquer. Pourquoi tout le monde s'en fiche et le gouvernement ne les a pas reprises? Parce qu'elle ne dit pas tout. Il ne se dit pas tout. Ça veut dire que si on applique... Mais parce que Macron ne voulait pas les reprendre, enfin, c'est difficile là. Je pense que tout ça...